Bonsoir à tous. Je suis Guenelle Soussens, avocat expert en droit immobilier. Donc, j'ai une clientèle essentiellement constituée d'acquéreurs, d'investisseurs et de gens qui aiment l'immobilier, qui en vendent, qui en achètent et qui parfois rencontrent des difficultés. Et l'idée, c'est de les accompagner dans ces difficultés-là pour les résoudre vite et bien. Et moi, c'est Céline Granier, donc je suis avocat fiscaliste. Je ne fais que de la fiscalité et j'interviens pour des personnes physiques qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent se constituer un patrimoine, le préserver, le transmettre. J'interviens aussi assez fréquemment pour des contrôles fiscaux, vérification de comptabilité, et aussi pour des entreprises dans le cadre de restructuration pour choisir le meilleur régime fiscal pour optimiser l'opération. Voilà. Et puis, je fais aussi bien évidemment de la fiscalité immobilière parce que en immobilier, et encore plus depuis un an, il y a énormément de sujets fiscaux. D'où ce webinaire qui nous réunit ce soir pour discuter des points à la fois juridiques, immobiliers et puis fiscaux. Voilà. Oui, effectivement, on échange régulièrement sur des affaires et il se trouve que depuis bientôt un an, on a vraiment des échanges beaucoup plus intenses, beaucoup plus nourris et on sent que les deux matières s'interpénètrent l'une l'autre. Moi, j'ai pas mal de questions réciproquement, donc on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'actualités, qu'il y avait beaucoup de demandes, de choses à expliciter, d'où l'idée de ce webinaire en ce début d'année. Voilà, pour vous, surtout, et puis aussi pour faire un bilan sur tout ce qui s'est passé en 2020 et vous tenir informé de l'actualité de 2021, parce que même si le législateur, l'administration fiscale est intervenu, comme on pourra le voir, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui demeurent sur les sujets, comme on va le voir, les loyers impayés, les ventes en BFA, etc. Ce que l'on voulait vous proposer, c'était de dérouler notre présentation. Vous allez voir, on a voulu faire concret, pratique, pas trop de droit, des choses intéressantes et pragmatiques. Et puis, on vous propose de garder pour la fin vos interrogations. Alors, peut-être vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat, mais on se réservera un temps à la fin pour y répondre. Alors, premier écran sont vraiment des rappels assez simples, mais qui méritent, je trouve, à chaque fois d'être reformulés. Quand on achète une opération immobilière de défisc, on a souvent l'impression qu'on fait une opération. Mais en réalité, cette opération-là, elle se décompose en plusieurs opérations. D'abord, il y a une vente, ça c'est l'opération la plus évidente, un achat neuf, souvent en VFA. La VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. C'est la dénomination juridique de ce qu'on appelle communément la vente sur plan. On peut aussi acheter de l'ancien à rénover. Il y a des dispositifs avec des avantages fiscaux, je pense à un dispositif de Normandie où on peut acheter de l'ancien, rénover. Et il y a également quelque chose qui est moins connu, qui est la pierre papier. C'est-à-dire que vous achetez des actions d'une société qui détient de l'immobilier. Et il y a du contentieux en ce moment parce que ces foncières-là rencontrent elles-mêmes des difficultés à récupérer les loyers de leurs locataires, qui sera la dernière partie de notre sujet de ce soir. Donc, première étape, la plus connue, c'est la vente. Et souvent adossé à cette vente, un prêt bancaire, puisque soit parce qu'on n'a pas le cash, soit parce que ce n'est pas financièrement intéressant d'utiliser son épargne pour acheter, donc est adossé à la vente un prêt bancaire. Troisième opération, troisième contrat, c'est le bail. Quand on achète de l'immobilier, c'est avec le dessein de l'exploiter. Donc, ça va être au travers d'un bail d'habitation, c'est le dispositif Pinel. Donc, on va conclure un bail d'habitation avec un locataire, une personne physique. Les autres baux sont les baux commerciaux, c'est ce que l'on retrouve dans les dispositifs EHPAD, résidence de tourisme. Quand vous achetez dans une résidence hôtelière, dans un EHPAD, une résidence de tourisme, vous n'allez pas louer directement à un étudiant ou à un senior, vous allez louer votre chambre à un exploitant qui loue
à tous les propriétaires, toutes les chambres. Donc, c'est un mécanisme dans lequel on est un peu plus lié, un peu plus tenu avec l'exploitant. On pourrait ajouter comme acteur le gestionnaire, l'agence immobilière, notamment en partir de bail d'habitation, mais qui vient pour moi dans cette étape numéro 3, dans ce contrat numéro 3. Et quatrième, celui qu'on oublie très souvent, c'est la copropriété. Quand on achète dans un immeuble en copropriété, on devient copropriétaire, on doit payer des charges, on devrait participer aux assemblées générales de copropriété. Donc, voilà à grands traits le schéma juridique d'un investissement immo. Je laisse Céline vous dévoiler les dessous fiscaux. Alors, quelles sont les questions fiscales que l'on se pose, je dirais même que l'on doit se poser au moment d'un achat, d'un investissement immobilier? Alors, quels sont les objectifs recherchés? Alors, est-ce une réduction d'impôts? Est-ce qu'on est trop fiscalisé? Est-ce qu'on a besoin de revenus complémentaires? Est-ce que on décide de constituer un patrimoine? Donc ça, on va dire, c'est les objectifs que j'appelle toujours à court, moyen, long terme. Ensuite, est-ce que on achète en direct ou est-ce qu'on constitue une société civile immobilière, une société civile patrimoniale, un objet social un peu plus large? Est-ce qu'on fait du Pinel? Est-ce qu'on fait une résidence-service, LMP, LMNP? Donc en fait, je dirais fiscalement, il faut se poser la question des objectifs qui sont poursuivis, pourquoi on achète, pourquoi faire, parce que ça va avoir un impact sur votre fiscalité immédiate et suivant que vous achetez pour obtenir un revenu complémentaire ou bien que ce soit pour constituer un patrimoine, la fiscalité, l'habillage juridique ne va pas être le même. Donc ça, ce sont des points qu'on développera tout à l'heure et sur lesquels on pourra échanger de manière plus détaillée. Ensuite, une question que l'on se pose fréquemment, c'est est-ce que quand je fais un achat immobilier, eh bien, est-ce que je dois payer la TVA? Alors, on paie la TVA que quand on achète en VFA, c'est-à-dire quand on achète du neuf. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité d'opter pour la TVA, c'est-à-dire de collecter la TVA pour pouvoir en parallèle déduire la TVA que vous avez acquittée au moment de l'achat, mais vous pouvez le faire, cette possibilité d'option n'est offerte que pour les locaux professionnels. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a à retenir. Voilà, donc les objectifs au moment de l'achat, pourquoi, comment, pourquoi faire à court, moyen et long terme. Alors, on continue avec un sujet là dont on vient de parler et qui est très en vogue en ce moment. En fait, tout le monde a son LMNP, on va dire ça, parce que effectivement c'est assez avantageux. Le régime fiscal est assez favorable et puis surtout, ça permet de constituer un patrimoine en déclarant zéro parce que vous pouvez amortir une partie du bien immobilier. Mais à un moment donné, vous achetez un bien que vous louez en LMNP, 2 biens, 3 biens, etc. Et puis, vous dépassez les seuils, notamment le seuil de 23 000 euros de recettes par an. Et donc là, vous passez en loueur en meublé professionnel. Et l'intérêt majeur de ce régime est le fait que si vous réalisez un déficit, il va s'imputer sur votre revenu global. Donc ça, c'est effectivement très, très intéressant pour certaines personnes, mais il faut remplir un certain nombre de conditions que je vous laisse regarder dans le tableau. Là, vous devenez vraiment un professionnel de la location meublée. Et quand on parle de location meublée, on parle d'une location pour laquelle vous signez avec votre locataire un bail meublé d'1 an. C'est bien ça, Ganel? Oui, il y a les bons meublés, effectivement, c'est une durée d'1 an renouvelable. Voilà, c'est ça. Donc là, on ne parle pas du tout de la location saisonnière, Airbnb, etc. C'est pas du tout ça. Là, on parle de location meublée. Ensuite, si vous êtes loueur en meublé professionnel, et ça arrive plus vite des fois que prévu, vous avez droit à la revente, un régime fiscal de faveur pour les plus-values
qui est plus avantageux. Vous êtes exonéré d'IFI, parce que c'est considéré comme professionnel, comme vous avez une activité professionnelle. Et la grosse nouveauté qui tend un peu à dévaloriser, on va dire, le régime de loueur en meublé professionnel, c'est que depuis le 1er janvier 2021, vous êtes soumis aux cotisations sociales. Donc ça, c'est un gros sujet. Et je pense que ça va sûrement dissuader certaines personnes, mais ensuite, on va dire que c'est du cas par cas. Donc voilà, un focus qu'on voulait vous faire sur la location meublée et les deux régimes, loueur meublé professionnel et non professionnel. L'autre sujet qu'on a voulu aborder, ce sont les difficultés que rencontrent les investisseurs. L'opération d'investissement, elle s'équilibre comme l'économie d'un foyer domestique avec des recettes d'un côté et des dépenses de l'autre. C'est-à-dire que les loyers associés à l'économie d'impôt et à l'effort d'épargne permettent de faire face au crédit bancaire, qui est souvent le plus gros poste, aux charges de copropriété, il peut y avoir également des réparations, etc. Quand tout ça est à l'équilibre, quand le montage d'origine suit son cours, qu'il n'y a pas d'incident, tout se passe bien. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Nous, les dossiers, chez moi, les dossiers viennent lorsque l'équilibre n'est plus là. Lorsqu'on a un déséquilibre financier, ça peut être provoqué par plein de choses. Ça peut être provoqué par l'inachèvement de l'immeuble, c'est-à-dire que le promoteur n'arrive pas à finir son programme. Ça peut être provoqué par un retard de livraison. Alors, en ce moment, les retards explosent en nombre et en importance. J'ai plusieurs dossiers avec plus d'1 an de retard, ce qui est assez rare. Là, on est vraiment dans une grosse explosion du retard de livraison. Ça peut être le cas aussi lorsque le locataire ne paye plus, ce sera notre point final. Ça peut être également le cas lorsque le locataire baisse le loyer. Vous allez me dire, comment le locataire peut décider de baisser le loyer? Eh bien, c'est ce qui arrive dans les résidences services. Je vous ai parlé tout à l'heure des exploitants. Eh bien, parfois, les exploitants peuvent imposer aux propriétaires des baisses de loyer par plusieurs biais juridiques. Quoi qu'il en soit, dès l'instant que les recettes attendues ne sont pas au rendez-vous, au moment où elles devaient arriver, l'investisseur doit compenser le déficit de recettes qu'il n'a pas. Parce que la banque, elle, par exemple, elle n'attendra pas. Si vous êtes en copropriété, même si votre locataire ne vous paye plus, vous devez faire face aux charges de la copropriété. Donc, tout ça pour vous dire que investir dans l'immobilier, ça suppose d'avoir peut-être une petite épargne ou une épargne de précaution qui permettent de se dire, voilà, si j'ai plus de loyer ou si j'ai une baisse de loyer pendant quelques temps, que je dois mener un contentieux, par exemple, j'ai de quoi faire face financièrement et je ne vais pas me retrouver avec une saisie de la part de la banque, de la part de la copropriété, etc. Donc, une épargne de précaution toujours intéressante et toujours pertinente pour les investisseurs en immobilier. Un focus maintenant sur ce dont je viens de parler, qui est le retard de livraison au VFA. C'est vraiment un fléau. Qu'est-ce qu'on recommande aux acquéreurs lorsqu'ils sont dans cette situation? De se regrouper. Essayez par tous les moyens d'aller trouver d'autres acquéreurs. Parfois, les promoteurs organisent des réunions. Il faut se débrouiller. Il faut trouver des solutions pour essayer de rencontrer les autres acquéreurs et se regrouper pour mutualiser les frais, pour avoir plus de poids dans l'action qu'on mène contre le promoteur. Je ne vais pas dérouler chacun des items de cette slide, vous les avez à l'écran. Je vais insister sur l'indemnisation du retard de livraison. On peut commencer les démarches à l'égard du promoteur, les démarches amiables qui vont passer par une mise en demeure, donc c'est quand même moyennement amiable, mais avant d'entamer des démarches judiciaires et avant même la livraison, on peut déjà se rapprocher du promoteur, mettre la pression tout simplement, et plus on est nombreux, plus on aura de force, plus on aura de levier pour agir contre le promoteur. Sachez que ce sont des négociations qui sont extrêmement difficiles. C'est vraiment très compliqué d'obtenir quoi que ce soit d'un promoteur parce que les contrats de vente en VFA sont faits de telle sorte que non seulement le promoteur a des causes légitimes de décalage du délai de livraison, ce qui est normal, les intempéries, des faillites d'entreprise, etc. Mais il y a un second point que moi je trouve moins normal, c'est qu'il n'y a pas de pénalité automatique. C'est-à-dire que même si
le retard n'est pas provoqué par une cause normale de retard qui justifie le retard et qui est prévu au contrat, eh bien, pour autant, le promoteur ne doit pas automatiquement indemniser les acquéreurs. Donc, cette bataille-là, il faut la mener et elle est parfois très compliquée. Autre point très intéressant, c'est la suspension du prêt bancaire. Quand le retard, quand l'inachèvement se prolonge, avant d'arriver au bout de son épargne de précaution, c'est une démarche judiciaire, ça se fait en quelques mois. Ça permet de geler le prêt sans intérêt. Et par contre, on continue de payer l'assurance du prêt parce qu'en cas de sinistre, il faudrait quand même être couvert. Je fais un focus ce soir sur ces 2 points. Il y en a d'autres que je vais moins développer, mais qui sont à l'écran et sur lesquels on pourra revenir ultérieurement. Plein feu maintenant sur les préjudices qui sont indemnisables. Alors, le préjudice principal, c'est la perte des loyers. Quand l'appartement que vous attendiez dans le cadre de votre investissement ne vous est pas livré, concrètement, vous ne pouvez pas le donner en location. Donc, très concrètement, les loyers que vous en attendiez ne rentrent pas. Donc, ça, c'est un préjudice indemnisable. Le sont également les intérêts d'emprunt, puisque la durée de votre emprunt risque d'être rallongée de la durée du retard. Ça génère des intérêts supplémentaires. Avant d'entrer en période d'amortissement, là, on est généralement encore dans la période de préfinancement. C'est là où on paye des intérêts. Parfois, on les paye tous les mois. Parfois, ils viennent se cumuler. En tout cas, ils constituent un préjudice qui est directement la conséquence du retard et dont on peut demander au promoteur qui vous le rembourse dans des proportions à négocier. L'assurance emprunteur, vous l'aurez compris, c'est le même schéma. Ce que l'on perd ici parfois, c'est l'avantage fiscal. Là, Céline va nous donner des informations très importantes à propos de ça, sur comment ne pas perdre cet avantage fiscal malgré le retard de livraison. Les 2 autres types de préjudices, c'est la mobilisation des fonds. En droit, on va dire c'est la perte de chance de réaliser un meilleur investissement. Ça veut dire que j'achète un appartement Pinel dans une jolie région de France, disons à Bordeaux, par hasard. J'achète à Bordeaux, ma région d'origine, pour ça qu'on sourit. J'achète un joli appartement Pinel. Malheureusement, et j'utilise pour ça toute ma capacité d'emprunt. J'ai déjà, par exemple, le prêt de ma résidence principale. Je réalise mon premier investissement. Je suis un jeune couple avec 2 salaires. Je mobilise toute ma capacité d'emprunt pour acheter cet appartement. Mais il ne m'est pas livré. J'ai 1 an, 2 ans de retard. Donc, en raison de ce retard, je perds la chance d'avoir pu réaliser un meilleur investissement, un investissement qui m'aurait été livré plus tôt, puisque j'ai mobilisé toutes mes capacités d'emprunt. Ça s'indemnise aussi le préjudice moral. Alors, il ne faut pas rêver, dans notre tradition judiciaire, on n'obtient pas des milliers d'euros comme ça. Alors, des milliers d'euros, oui, des dizaines de milliers d'euros, beaucoup plus difficilement. Ce n'est pas du tout. On n'a pas un système à l'américaine où le promoteur est puni d'avoir maltraité ses clients, de s'être mal comporté. C'est souvent ce qu'il fait, mais l'indemnisation, elle est cantonnée par les juges qui ne sont pas très généreux sur ces sujets-là. Donc, d'où encore ici l'intérêt d'agir à plusieurs. C'est plus intéressant d'initier un contentieux quand on est 5-6 que d'aller tout seul chercher une indemnisation dont on sait d'avance qu'elle ne sera pas spectaculaire. Alors, le petit point de Céline sur la perte de l'avantage fiscal. Donc, quelles sont les solutions fiscales quand il y a un retard de livraison, c'est-à-dire pour ne pas perdre l'avantage fiscal, la réduction d'impôts, pour respecter ses engagements de location, etc. Attends, juste un instant, je crois qu'il faut préciser que oui. Sous ton contrôle, l'acquéreur a un délai, enfin, il y a un délai à respecter entre la signature, voilà, un délai de 30 mois entre la signature du contrat et la livraison du bien. Donc, si ce délai de 30 mois n'est pas respecté, ou si on sent que il y a un événement, là en l'espèce, il y avait une interdiction de circulation, donc si on pressent, on a tous les éléments de preuve pour pouvoir démontrer à l'administration fiscale que l'on est devant un cas de force majeure qui rendra ce délai impossible à maintenir, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Donc ça, pour ceux qui nous ont déjà suivis dans d'autres conférences, etc., on en parle assez souvent.
parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et l'administration aime aussi ce genre de choses. Voilà, parce que ça veut dire que le contribuable va aller vers elle et va l'interroger pour lui dire, ben voilà, j'ai un problème dans ce projet de VFA. Et là, en l'espèce, ça a été publié en 2018. Donc celui-là concerne vraiment le VFA pour un investissement Pinel. Et l'administration fiscale a dit, je vous accorde un délai supplémentaire de 6 mois parce que il y a bien un cas de force majeure. Donc, en fait, l'opération est sécurisée. Et en l'espèce, le contribuable a pu mener à bien l'opération et il n'a pas perdu l'avantage fiscal. Donc, ça veut dire, du point de vue fiscal, anticiper, prendre les devants, interroger l'administration fiscale sur la situation de fait qui se présente pour que, en gros, elle valide le fait que le délai est suspendu et que vous allez obtenir une prorogation d'une durée, la durée, vous amenez des éléments de preuve, etc. Donc, c'est la reconnaissance, en fait, de la force majeure, quelque part. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'est la solution fiscale à privilégier. Alors, bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de l'actualité Covid-19 parce que, bien évidemment, il y a eu un impact très fort dans le domaine du bâtiment et l'administration fiscale s'est positionnée de manière, on va dire, un petit peu tardive, mais elle s'est positionnée parce qu'elle s'est positionnée dans une doctrine, je vous ai mis les références, du 24 juin 2020, en disant expressément que pour la période que l'on appelle juridiquement neutralisée, où en fait tous les délais ont été suspendus, du 12 mars au 23 juin, ça ne correspond pas tout à fait au confinement, mais en gros c'est un mois de plus, les personnes qui avaient pris des engagements pour obtenir des délais d'impôt, des réductions d'impôt, obtiennent une suspension des délais. Donc, ça correspond en fait à un délai de 104 jours. Donc, par exemple, si vous avez signé un contrat pour un Pinel, le délai de 30 mois est suspendu de 104 jours et il n'y a pas de perte de l'avantage fiscal. Alors, la période du 12 mars au 23 juin, en fait, nous a un petit peu compliqué la vie. Et l'administration, vous allez voir dans sa doctrine, comme il faut faire des calculs un petit peu compliqués au cas par cas, elle a donné des exemples alors qu'on va reprendre ensemble pour que vous compreniez bien le mécanisme et voir comment calculer les délais. Donc, toujours dans une réduction Pinel, donc il y a une signature de l'acte VFA le 30 mars 2018. Début, ce que je vous disais, de la période juridiquement neutralisée. Donc, c'était, on va dire, un petit peu avant le confinement où, en fait, il y a eu la suspension totale des délais, c'est-à-dire que juridiquement, plus rien ne s'est passé. Voilà. Fin de la période juridiquement neutralisée, 23 juin. Donc, le terme initial du délai de 30 jours qui devait intervenir le 30 septembre 2020 est reporté au 12 janvier, a été reporté au 12 janvier 2021. Voilà. Autre exemple, parce que l'administration fiscale en a donné plusieurs. Donc, par exemple, des personnes qui ont bravé le confinement et qui ont réussi à signer un contrat le 30 mars. Donc là, dans ces cas-là, comment ça se passe? Alors, début de la période juridiquement neutralisée, donc le 12 mars, signature le 30 mars, fin de la période juridiquement neutralisée, 23 juin, donc point de départ du délai, 24 juin 2020, c'est-à-dire le lendemain de la fin de la période juridiquement neutralisée. C'est-à-dire que pendant le délai de 104 jours, il y a une suspension du délai. Donc le terme initial
théorique qui devait intervenir le 30 septembre 2022, et bien en fait, ça sera prorogé jusqu'au 23 décembre 2022. Voilà. Donc ça, ce mécanisme en fait a été mis en place. Cette période juridiquement neutralisée a eu des conséquences énormes dans beaucoup de domaines, et, enfin, notamment dans l'immobilier. Et là, l'administration a statué pour cette période de 104 jours du 12 mars au 23 juin. Et notamment, ça a des conséquences, et ça, je ne vais pas développer, mais sur les pénalités dont Ganaël parlait, qui sont prévues au contrat et qui, là aussi, sont décalées. Mais à ce jour, en fait, on n'est pas dans une période, même s'il y a un confinement, etc., il y a à nouveau des retards, mais là, le législateur n'a pas prévu une période juridiquement neutralisée. Donc, de nouveau, il y a des retards et on n'a pas de suspension de délai. Voilà. On en a eu jusqu'au 23 juin de manière générale et on va dire dans toutes les matières, hormis, ça va vous faire sourire pour les contrôles fiscaux, la période a été prorogée jusqu'au 23 août, voilà, mais ils ont repris depuis. Mais là, à ce jour, cette période-là a été traitée. Donc, en fait, si vous avez signé un contrat de VFA pendant le confinement et cette période de 104 jours, du coup, votre délai est reparti à compter du 24 juin. Mais à ce jour, il y a à nouveau des délais, des retards, etc., parce qu'il y a des personnes malades, voilà. Mais on n'est pas dans une période de neutralité, de suspension de délai. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est un point, on voulait vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que c'est un élément à prendre en compte si vous achetez en VFA notamment. Voilà. Oui, parce que la période neutralisée, elle couvre 3 mois et je vous ai dit tout à l'heure que les retards que l'on constate actuellement, ça va bien au-delà des 3 mois. Et quand on a un retard de livraison, il y a 2 volets à gérer. Il y a mes relations avec le promoteur, comment je négocie avec lui l'indemnisation, les pénalités, etc. Et il y a aussi mon volet avec l'administration fiscale, comment j'agis, je réagis pour ne pas perdre le bénéfice. L'avantage fiscal. Voilà. D'où l'intérêt, par exemple, Yannette m'avait interrogé sur un dossier et un rescrit avait été demandé. Bon, la réponse est arrivée pendant le confinement, mais l'administration fiscale a accepté de proroger le délai et de suspendre. Voilà. Elle a accepté, elle a donné un nouveau délai maximum au promoteur. Donc, on croise les doigts pour qu'il tienne ce délai. Je ne sais pas ce qu'il arriverait si jamais il ne le tenait pas. Je ne sais pas si un deuxième rescrit est possible. Pourquoi pas? Pourquoi S'il y a pas des circonstances qui le justifient. Pourquoi pas? Et en tout cas, si le promoteur ne respecte pas ce nouveau délai et si on ne peut pas obtenir une deuxième prorogation auprès de l'administration fiscale, là, sa responsabilité, pour moi, sera engagée et on pourra aller chercher une indemnisation. Voilà. Donc ça, c'était un élément sur lequel on voulait attirer votre attention. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités, beaucoup de questions sur le sujet, beaucoup d'inquiétudes. Ça change tout quand on a acheté dans le cadre d'un dispositif qui donne un avantage fiscal et qu'on doit soit complètement repenser son investissement parce que ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, soit essayer de le sauver tant qu'il est encore temps. Voilà, tout à fait. Alors, on continue et on va passer sur un sujet qui est aussi d'actualité, mais d'abord avec un volet juridique. Oui, l'autre volet un peu difficile dans cette période, et je pense que ça ne va malheureusement pas aller en s'arrangeant, c'est le problème des loyers impayés. Je vous ai parlé au début des baux commerciaux et des baux d'habitation. Quel que soit le domaine, on constate une recrudescence des impayés. Pour ce qui est des baux commerciaux, c'est une évidence. On voit tous les restaurants fermés, les bars fermés, on voit des commerçants qui souffrent. Donc,
par ricochet, les bailleurs sont affectés par ces difficultés de paiement des loyers. Il y a eu l'année dernière un dispositif qui permettait la suspension des loyers, mais on ne peut pas envisager en France une loi qui interdirait à un bailleur de percevoir ses loyers. Ce serait, à mon avis, une atteinte au droit de propriété qui n'est pas envisageable. Et puis, si on comprend les difficultés des locataires, des restaurateurs, évidemment, on peut imaginer aussi la difficulté du propriétaire, du bailleur, qui, lui, doit faire face au remboursement d'un prêt immobilier. C'est peut-être un bien qui lui sert, des loyers qui lui servent pour compléter une retraite. Souvent, les commerçants sont propriétaires de leurs locaux et quand ils prennent leur retraite, ils les louent. Donc, vous imaginez s'ils perdent les loyers. La situation est très difficile dans les deux cas. Il y a déjà un peu de jurisprudence. Alors, devant le juge des référés, les décisions que j'ai trouvées sont très clémentes à l'égard des locataires. Aucun propriétaire, dans les décisions que j'ai trouvées, n'a réussi, parce que ce serait réussir, n'a fait condamner son locataire et n'a obtenu notamment la résiliation du bail. Parce que quand un loyer est impayé, ce que l'on va chercher, c'est la résiliation du bail, ça veut dire la fin du bail. On récupère son local et on met en place un autre locataire. Je ne suis pas du tout sûre qu'en ce moment, ce soit la bonne démarche. Parce que, d'abord, c'est la mort du commerce. Si le locataire perd son fonds, perd son bail, perd son fonds. Et ensuite, trouver un autre locataire, dans les mois, les années qui viennent, ça ne va pas être évident non plus. Mais en tout cas, la jurisprudence est celle-ci, on protège le bail. Côté bail d'habitation, on protège les locataires. Là aussi, il y a un équilibre qu'il faudrait trouver entre comprendre et accompagner les difficultés des locataires, mais aussi respecter les droits, l'équilibre financier de l'opération du bailleur. Et donc, l'année dernière, la période hivernale a été prolongée jusqu'au mois d'août 2020, c'est-à-dire qu'elle a couru de fin 2019 jusqu'à août 2020. Vous voyez, elle était très étendue. Et pour cette année, donc la période hivernale ensuite a pris fin en août 2020 pour recommencer en novembre 2020. Et elle va être prolongée en 2021 jusqu'au 1er juin. Pour le moment, elle est prolongée jusqu'au 1er juin. Normalement, c'est plus tôt, c'est 1er mars. C'est même ce qui signifie qu'aucune expulsion locative ne pourra intervenir d'ici là. En revanche, si on est en situation de loyer impayé dans un bail d'habitation, rien n'empêche de saisir le juge. On peut commencer la procédure pendant la trêve hivernale. On peut commencer la procédure, on peut aller jusqu'au bout et on verra ensuite si on fait pratiquer ou pas l'expulsion par un huissier, quand est-ce qu'on pourra le faire. Alors, quand on a des locataires qui sont vraiment en très grande difficulté, quand c'est un commerçant, il peut partir en redressement ou en liquidation judiciaire. Et ce n'est pas simple pour le propriétaire de récupérer ses fonds. Et le même risque existe quand on a un locataire qui est une personne physique, un particulier. Les particuliers ont la possibilité d'accéder à une procédure de surendettement. Et dans les cas où ils n'ont aucune chance, aucun patrimoine personnel, aucune ressource suffisante, ça peut aboutir à l'effacement de la dette. J'ai eu des dossiers dans lesquels la dette locative a été totalement effacée, on n'a rien pu faire. Donc, j'ai parlé d'une épargne de précaution au début, elle peut être intéressante là aussi. Voyons, l'expulsion locative, elle est retardée dans le temps. Ça veut dire qu'on garde dans les locaux un locataire qui ne paye pas et sa dette risque d'être effacée. Donc, là aussi, une situation complexe pour le bailleur. Un peu de secours sur les cautions. Attention à leurs conditions de mise en œuvre, c'est prévu dans le contrat de bail, il faut être très vigilant. En matière de bail commercial, très souvent, le dirigeant est caution des engagements de son entreprise. Donc, ce peut être un levier pour récupérer tout ou partie des loyers qui n'ont pas été payés. Et en matière de bail d'habitation, on doit normalement, quand on a un locataire personne physique, avoir une caution. La caution ici, c'est une autre personne physique qui se porte garant du paiement du loyer. Ça veut dire que si le locataire ne paye pas, c'est son garant qui va devoir payer à sa place. Donc, quand on loue à un particulier, on prend une caution ou bien on prend une garantie des loyers impayés, une assurance ou la garantie visale. Juste un petit point d'attention,
sur ces garanties des loyers impayés. Elles sont fournies par des assureurs, elles sont payantes, c'est normal, c'est un pourcentage du loyer, 3-5% environ. Le locataire qui entre dans les lieux doit absolument respecter les critères fixés par l'assureur. Parce que l'assureur, il ne va pas vous le dire tout de suite. Mais l'assureur, au moment où vous lui déclarez le sinistre, quand vous allez lui dire « Mon locataire ne me paye pas, il me doit 2-3 mois de loyer, monsieur l'assureur, indemnisez-moi ». L'assureur va vous dire « Ah, attendez, d'abord, montrez-moi le dossier du locataire ». Et si votre locataire ne gagne pas 3 ou 4 fois le montant en salaire, le montant du loyer, s'il ne remplit pas, autrement dit, les critères prévus par l'assureur ne va vous verser aucune indemnité. Vous aurez payé des primes pour rien et vous n'aurez aucune garantie. Donc, l'assurance, la garantie de loyer impayé, c'est un très bon mécanisme, mais attention à choisir un locataire qui remplit très exactement tous les critères fixés par l'assureur. Et au moment où vous en avez besoin, attention, il y a souvent des délais à respecter, il ne faut pas laisser filer les choses, donc, et il faut réagir vite pour remplir tous les critères fixés par l'assureur et être sûr d'avoir sa garantie. L'actualité fiscale, on va dire, sur les loyers impayés. Alors, le fameux crédit d'impôt bailleur, dont on a beaucoup parlé, et qui a finalement été voté dans la loi de finances pour 2021. Alors, il ne concerne que les baux commerciaux, pas les baux d'habitation. Le bailleur peut être une personne physique, donc qui reçoit des loyers qui sont imposés aux revenus fonciers, ou une société qui va payer de l'IS sur ses loyers. Et les loyers concernés sont les loyers hors taxes, hors charges, échus, c'est-à-dire dus, au titre du mois de novembre 2020 et qui seront abandonnés au plus tard au 31 décembre 2021. Alors, ce crédit d'impôt est de 50% des sommes abandonnées. Donc, on va dire, vous avez vous êtes bailleur vous avez signé un bail commercial, votre locataire vous paye 2 000 € hors taxes, hors charges par mois. Donc, le crédit d'impôt sera de 1 000 €. Donc, comme c'est un crédit d'impôt, il est imputable sur l'impôt à payer. Et s'il n'y a pas d'impôt à payer, ça veut dire que vous aurez une créance vis-à-vis du Trésor qui vous sera remboursée. Bien évidemment, un formulaire devrait être rempli, que nous n'avons pas encore, et qui devrait être déposé avec la déclaration de résultat. Donc, ça veut dire que si vous abandonnez un loyer en 2021, vous le déposerez en 2022 avec votre déclaration de revenus. Voilà. Donc, en gros, vous perdez 1 an, quoi. Voilà. Donc ça, bien se rappeler que ce formulaire et la demande doit être faite en même temps que le dépôt de la déclaration de revenus, c'est-à-dire en N-1. Il y a une foire aux questions qui a été mise en place par rapport à cette mesure et tout ce qui concerne les loyers impayés. Et par exemple, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Sur la question suivante, vous avez un locataire qui vous a payé tous les loyers, octobre, novembre, décembre 2020, et il vous réclame le bénéfice de ce crédit d'impôt. Donc, en fait, comment vous faites? Est-ce que vous faites un avoir sur 2021, etc. Donc, il y a encore des sujets qui sont pas, des questions qui sont pas réglées par rapport à ce sujet. Mais bon, l'administration fiscale va pas tarder à se prononcer là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que le locataire, en gros, doit remplir les conditions d'un locataire qui bénéficie du fonds de solidarité. Voilà. Après, on ne va pas rentrer dans les détails du secteur 1, secteur 2, etc. Mais en gros, ce sont ces locataires-là. Ensuite, là, il y a eu déjà des mesures qui ont été prises et qu'on appelait aussi, parce que tout ça, c'est le vocabulaire juridique, ça s'appelle un abandon de loyer. Donc, il y avait déjà des mesures qui avaient été prises dans une des 3 lois de finances pour 2020 qui concernaient
les abandons de loyer. Donc ça, cette mesure, elle a été prorogée concernant les abandons de loyer entre avril 2021 et le 30 juin 2021. Et ce qui a été décidé et voté pour avantager le bailleur, c'est que si vous êtes bailleur revenu foncier, donc les abandons de créances de loyer ne seront pas imposables. Et si vous êtes une société imposée en BIC à l'IS, ils seront intégralement déductibles. Mais attention, il y a une condition. Bon, le locataire doit aussi être impacté par la crise du Covid, fermeture administrative, etc. Donc, les conditions pour le locataire sont assez strictes et correspondent en gros au fonds de solidarité. Et le locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur. Voilà, parce que sinon, après, on va rentrer dans un autre régime fiscal que je vous épargne, mais c'est tout à fait différent. Voilà. Et ensuite, l'actualité en matière immobilière dans la loi de finances pour 2021, donc c'est bien évidemment la prorogation du dispositif Pinel pour les investissements qui seront réalisés jusqu'au 31 décembre 2024. Qui devait cesser au 31/12/2021, donc il a été prorogé de 3 ans. Voilà. Et ensuite, la création d'un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières qui seront réalisées pour la cession de biens dans un périmètre en gros de revitalisation du territoire. Ça veut dire en gros sur les centres-villes qui ont été complètement désertifiés. Je ne sais pas si c'est français, mais voilà. Et ensuite, une grande opération d'urbanisme. Donc, ça aussi à préciser. Donc, ce qui veut dire en gros que si vous avez une maison, je ne sais pas moi, dans une banlieue parisienne que vous cédez à un organisme qui va procéder à une telle opération, vous avez 70% de la plus-value qui est exonérée. Voilà. Donc, cet abattement ressemble beaucoup à l'abattement qui existe quand vous vendez un bien immobilier à un promoteur qui va construire des logements sociaux, où là, vous bénéficiez d'une exonération de la plus-value de 70, qui peut aller jusqu'à 85%. Voilà, c'est en gros un peu la même chose, mais pour favoriser la construction dans certains lieux, territoires qui ont été totalement désertifiés, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les actualités, on va dire, en fiscalité immobilière de la loi de finances 2021. Voilà. Donc, nous avons terminé. Donc maintenant, je vous propose, si vous avez des questions. Alors, conseillez-vous l'achat via une SRL de famille pour la LMNP, sachant que la SCI est incompatible avec la location meublée, avantages, inconvénients. Écoutez, c'est une question très intéressante. Là, la SRL de famille, on ne l'a pas du tout abordé ici, et ça serait vraiment un sujet très vaste. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire avec SRL de famille versus SCI. Voilà. Peut-être juste en un mot expliquer ce que c'est par rapport à une SCI, juste les grands. Alors, une SRL de famille, en fait, c'est une société commerciale. Et elle est donc c'est dans le cadre de cette société, en fait, les associés sont en responsabilité limitée et elle est constituée entre membres de la même famille. Et là, elle va permettre, en fait, elle est utilisée très fréquemment dans des opérations patrimoniales pour optimiser certains points et de manière beaucoup plus avantageuse que la SCI. Voilà. Mais je préfère pas du tout rentrer dans ce débat parce que sinon on va passer De toute façon, une SCI peut pas faire du LMP, par exemple. Après, elle va passer à l'impôt sur les sociétés.
Mais la location meublée, c'est une activité commerciale. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, Laurence Carabin, bonsoir. Comment réduire ses impôts avec des revenus fonciers en régime réel? Ah, En fait, acheter avec des travaux. Comme ça, vous avez un déficit. Et puis, qui va s'imputer à hauteur de 10 700 euros sur vos revenus. En régime réel par rapport au micro. Comment réduire ses impôts avec des... il faut faire un... faire des c'est un peu charges. compliqué parce qu'en revenu foncier, vous avez la problématique des prélèvements sociaux. C'est pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure de la location meublée et du LMNP, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui passent en LMNP pour ne pas avoir à payer les prélèvements sociaux, qui sont vraiment, je dirais, qui sont confiscatoires. Oui, parce que quand on a des revenus fonciers et qu'on les déclare sur sa feuille d'impôt à titre perso, Oui, que ça rentre dans son impôt sur le revenu, on paye l'impôt sur le revenu qui correspond au revenu foncier, oui, enfin, oui, à l'ensemble de son revenu. Et sur ces revenus fonciers, on paye en plus des prélèvements sociaux, CSG, CRDS, oui, qui il y en a. effectivement sont conséquents. Et donc, la fiscalité des revenus fonciers, dans ce cadre-là, C'est lourde. elle est assez lourde. Oui. Et je Oui, comprends qu'on est. Alors, il y a aussi des opérations de déficit foncier qui peuvent permettre oui, tout à fait. d'effacer. Oui, 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 tout à fait. Alors, une autre question. Alors, je vais prendre une autre personne. Alors, Jérémy qui nous demande, le délai de 30 mois démarre à partir de quel moment? La signature chez Réservation le du notaire. lot, la signature de l'acte de vente. Merci. Anaëlle? Oui, pardon. Ça démarre le délai 30 mois démarre à compter de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Et 30 mois, c'est beaucoup. Hein. C'est rare d'acheter en VFA un appartement qui sera livré 2 ans et demi après. Donc, normalement, c'est un délai qui pose pas de problème. En revanche, là, je vous dis, les retards que l'on observe dans les livraisons des immeubles neufs sont conséquents. Donc, il y a le retard habituel et il y a le retard Covid, mais sur lequel les promoteurs jouent beaucoup. Donc, 30 mois entre l'acte de vente et la livraison du bien, c'est-à-dire la remise des clés. Oui. Alors ensuite, Anne Dupé qui dit merci pour ce message important, Ganaël. Pour investir en immobilier, ne pas se démunir de toute son épargne en faisant un trop gros apport. Conserver une marge de manœuvre est indispensable. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur On est en phase. Voilà, le fait de garder une épargne disponible si on a des impayés. Alors ensuite, Valentin Condette de Sainte-Maréville. Alors, peut-on faire de la location nue en SASU, société commerciale, pour bénéficier d'un taux d'imposition réduit, et société universelle car investissement seul? Merci beaucoup. Unipersonnel. Non, mais je lis le mail, hein, alors, pourquoi faire de la location nue en SASU? Parce qu'en fait, une SASU, c'est une société commerciale et la location nue, en fait, c'est une activité civile. En fait, quel serait l'intérêt? Pour bénéficier du taux d'imposition réduit, non, mais à partir du moment où vous louez nu, c'est des revenus fonciers. Donc en fait, après, vous allez passer à la rigueur en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu. Bon, je dis peut-être une bêtise parce que Non, j'ai le même. Je suis pas, enfin, je vois pas. Moi, je ferai de la location meublée, enfin, d'une SASU, ça n'a pas trop d'intérêt. Je sais pas, vous avez peut-être déjà
Valentin, vous avez peut-être déjà une SASU et vous voulez élargir l'objet social? Pardon, merci beaucoup. Vous m'entendez ou... Oui, très bien. Oui, oui, Ah, oui. merci beaucoup pour votre retour. Non, en fait, ma question, c'était que, effectivement, je souhaite investir via ma SASU. Ah, c'est ça, Et d'accord. voilà, exactement. Et en fait, via une SCI, ça n'aurait pas été rentable parce que l'imposition est vraiment élevée. Alors Mm. que je comprends qu'avec une société commerciale, on peut bénéficier d'un taux de, je crois, de 15% sur les loyers qui remonteraient vers la société. Oui, Et je pensais à une société unipersonnelle, donc pas une autre forme de société commerciale, parce que je suis tout seul propriétaire de la société. alors comme le dit Salim Serraj, donc une SASU qui opterait à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est À l'impôt sur Non, les possible. impôt sur sociétés. les sociétés. Voilà, À l'impôt l'impôt sur les sur le sociétés. revenu, pardon, bah décidément, c'est un problème de vue. Donc ça, c'est possible, mais si votre société existe déjà et si elle a une autre activité par ailleurs, ça, c'est pas possible. Mais après, vous pouvez très bien vous servir de la SASU euh, pour constituer une autre société et que la SASU investisse si elle a du cash dans notre société. Ce C'est Mais, serait ça. peut-être de constituer avec la SASU une SCI. oui, c'est ça. Et Euh, dans ouais. laquelle la SASU serait associée. Bon, Et la après, SCI va être à l'IS. oui, tout à fait. Et bon, après, tout dépend aussi Alors moi, euh, je suis pas à tout prix partisane de la SCI, voilà. Parce qu'une SCI, quand ça fonctionne bien, qu'elle soit à l'impôt sur le revenu ou à l'IS. Bon, à l'IS, c'est pire. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on veut sortir un bien, ça coûte cher. Dès qu'il y a une mésentente entre associés, ça coûte cher. Euh, des fois, la solution la plus optimale serait, si vous n'êtes pas à titre personnel trop endetté, ça serait d'acheter en direct. Voilà. Euh, mais Ouais, mais après, c'est vrai que le problème d'une détention directe, c'est que comme c'est des revenus fonciers, oui, c'est du ça. coup, on est très fortement imposé. Et c'est pour ça Oui, que investir par une SASU, j'aurais pu bénéficier d'un taux d'imposition de 15%. oui, alors c'est 15% jusqu'à 38 120. Et au-delà, maintenant, on est à 26,5. Ça a un petit peu baissé, là. On n'est plus à 33 un tiers. Mais effectivement, de manière indirecte, c'est possible en se servant de la SASU. Bon, après, il faut voir L'objet les, social déjà. les statuts, oui, voilà, l'objet social, etc. Est-ce que c'est De possible? toute façon, même si quand on est en SCI, on a une fiscalité avantageuse si de l'SCI est à l'IS, puisqu'on a les 15% dont tu viens de Oui. parler, mais on se fait rattraper à un moment. Ah ben oui, en fait, Voilà, ce que l'économie d'impôt que l'on réalise par rapport à des revenus fonciers imposés à l'IR, il y a un moment où on la paye dans la SCI aussi. Donc, c'est peut-être dans le temps qu'est-ce qui est le plus intéressant, mais je crois qu'on n'arrive pas à effacer l'impôt. Sinon, si tu avais des ben solutions pour après, effacer l'impôt, les plus-values, etc., on serait aux oui, Bahamas, là. oui, oui, ça serait bien. Mais après, l'objectif est souvent, des fois, la solution, ça va souvent vers la simplicité. Ça peut être de faire un achat avec des travaux. Donc, faire un prêt pour l'achat, un prêt pour les travaux. Et là, après, des travaux qui soient déductibles des revenus fonciers. Et vous avez un déficit foncier. Pour démarrer, ça peut être une chose intéressante plutôt que de tout de suite faire quelque chose de compliqué. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est gentil. Avec plaisir. Voilà, j'espère avoir Tu, répondu. tu as parlé de travaux, ça me faisait penser à la TVA. On a parlé, donc, quand on achète en VFA dans le neuf, on achète avec de la TVA. Donc, c'est aussi pour ça que le neuf, c'est plus cher que l'ancien. Il y a 20% de TVA. Oui, Et quand ensuite on loue au titre d'un bail d'habitation, c'est une TVA qu'on ne récupère pas. non, après, oui, oui, tout à fait.
Après, on peut faire une option pour récupérer la TVA qu'on a payée au moment de l'investissement. Mais sur la TVA, on ne peut la collecter que sur des locaux professionnels, pas sur des locaux d'habitation. Alors, je regarde les questions. Alors, Sylvain Chauvigny-Schaeffer qui nous dit la règle d'or en immobilier, avoir de la trésorerie. Tout à fait. Ah, ce sera le mot du jour. Et Anne Dupé qui nous dit IS, puis flat tax sur les dividendes. Oui, effectivement. Après, quand on veut sortir de l'argent par exemple, d'une SASU, vous distribuez des dividendes et vous avez la flat tax. Mais bon, la flat tax, ça reste quand même, si vous êtes imposé au-dessus du seuil de 30%, intéressant parce que ça couvre à hauteur de 12,8 l'impôt sur le revenu et de 17,2 les prélèvements sociaux. Enfin, moi, je le vois dans ce sens-là. Voilà. Après, c'est vrai que ça veut dire aussi double imposition quelque part. Voilà. Tu me permets juste d'intervenir, c'était effectivement la notion de 15% si on reste sur le premier barème d'imposition. Ah oui. Plus 12,8, plus 17,2. Oui. Mais bon, après, il y a une partie de la CSG qui est déductible en N+1. Donc ça peut être toujours intéressant. Mais effectivement, pour un investissement immobilier, à partir du moment où on veut passer par une structure et si on ne veut pas investir en direct, bon, bien évidemment, il y a des solutions. On l'a vu tout à l'heure, il y a la SRL de famille, on peut le faire de manière indirecte via une société commerciale. Mais ce qui est surtout important, c'est ce que je dis toujours et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans mon discours, c'est de faire du sur-mesure et de s'adapter à la situation de la personne. Parce que c'est pas la peine de, entre guillemets, vendre une SCI à l'IS à quelqu'un qui va déménager à l'étranger dans 3 ans. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Donc, tu as raison, il faut faire un audit global pour connaître la raison. Ouais. Est-ce qu'il nous reste des questions? Alors, je regarde. Alors, hop, discussion. Alors, est-ce que alors Virginie Bray qui nous dit merci beaucoup, je dois vous laisser. Bonne soirée. Avec plaisir, bonne soirée. Voilà. Alors, Pardon, j'ai posé une question là, mais c'était juste pour que vous finissiez votre phrase. Tout à l'heure, vous avez parlé de déficit foncier pour effacer les revenus fonciers qui sont fortement imposés. En fait, c'est qu'il n'y a que les travaux pour créer du déficit foncier. Il n'y a pas autre chose? Non. Alors, ont été à la mode il y a quelques années des opérations où on a acheté des biens à rénover. Alors, moi, je vois ces opérations-là du côté catastrophique où les travaux n'ont jamais été terminés, etc. Mais ce qu'on a vendu à l'époque aux investisseurs, c'est du déficit foncier. C'est-à-dire, ils achètent, c'est les fameuses ASL, Association syndicale libre. Ils achetaient un lot souvent un monument historique. Donc, ils achetaient un appartement dans un monument historique en ruine. Ils achetaient le foncier très peu cher, puisque le bâtiment était en très mauvais état, très ancien, etc. Et ils payaient beaucoup de travaux. Donc, par exemple, le foncier représentait 20% et les travaux 80%. Et tout ça a été versé en une seule fois au promoteur. Et le montant des travaux permettait de créer du déficit, puisque leur coût était important. Et donc, sur le papier, c'était intéressant, puisqu'en investissant dans cette opération, on commençait avec du déficit. Donc, ça permettait d'effacer l'impôt lié à d'autres opérations qui, elles, avaient bien marché. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est pour ça que c'est un sujet assez délicat, c'est que les promoteurs, certains, ont perçu l'ensemble des sommes, mais n'ont jamais réalisé les travaux, n'ont jamais fini les opérations. Alors, aujourd'hui, ce serait plus compliqué parce qu'il y a la garantie d'achèvement, etc. Mais à une époque, on a vu des dossiers comme ça et malheureusement, c'était des catastrophes. Alors, le déficit foncier, donc, à manier avec beaucoup de prudence. Ah oui, tout à fait. Et là, je lis une question d'actualité de Céline Nicoulot
qui nous dit bonsoir, avec la crise du Covid, beaucoup de propriétaires qui pratiquaient les locations saisonnières de type Airbnb sont revenus à des locations nues. Alors, l'impact fiscal. Donc, l'impact fiscal, il est... donc, je pense comprendre ce que tu veux dire, c'est Nicolas. C'est qu'ils sont passés la location saisonnière, donc on est dans de la aussi location meublée, donc c'est des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Oui, bonsoir Céline. Oui, enfin moi j'ai vu le cas et on m'en parle beaucoup aussi. Oui, et ils passent propriétaires qui pour se sécuriser un peu, alors à vrai dire évidemment puisqu'il y a plus de revenus Airbnb, mais qui demeurent, qui pour autant font pas de location meublée type LMP. Il y a beaucoup de locations qui redeviennent des locations nues. Alors peut-être pour diminuer un peu le loyer et avoir finalement des locataires plus fiables, entre guillemets, même si on en Mais en fait, ils passent en revenu foncier alors. Oui. Oui, donc c'est. Ouais, c'est Mais assez... la question, c'est le swap fiscal et dans quelle mesure on peut faire ça facilement, pas facilement. Ben, en fait, suivant les villes, déjà, il y a des obligations. Ouais, je dirai un mot après si tu veux. Ouais, je te laisse déjà, répondre sur la partie fiscale. Déjà, il y a ça. Et à Paris, c'est assez contraignant. Et puis après, changer de régime fiscal en cours d'année, ça va être un petit peu compliqué, mais ça pourrait peut-être, mais j'extrapole peut-être un peu, mais à vérifier, peut-être une cession d'activité, donc qui pourrait générer une plus-value, mais c'est peut-être moi qui raisonne un peu. Je m'interrogeais parce qu'il y a aussi des agents immobiliers qui m'ont expliqué ça en fait et qui s'interrogeaient eux sur l'impact. C'est vrai que je me dis, est-ce qu'avec la crise du Covid, il peut y avoir des facilités en ce domaine, puisqu'un propriétaire peut dire, voilà, après, on peut passer du nu au meublé ou du meublé au nu. Donc ça, c'est tout à fait possible, sauf que après, fiscalement, la nature de l'imposition n'est pas la même. Et ce ne serait pas une cessation d'activité? Mais si, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, c'est ce que j'ai en train de penser en vous écoutant. C'est qu'il y a d'un côté l'activité commerciale, donc cette exploitation en location saisonnière. On fait une cessation d'activité, on remet sur le marché de la location nue et ça devient du foncier ou de l'impôt sur les sociétés si le bien est détenu dans le cadre d'une société. Mais après, je pense que si c'est une détention en direct, je pense que le risque est un peu plus limité, mais si après on est dans le cadre d'une SCI, mais là oui, effectivement, c'est une bonne question, mais je pense que je vais noter, je vais vérifier le point. Les cas auxquels je pense moi sont des cas particuliers, enfin de particuliers, mais c'est vrai que des agents immobiliers m'ont soumis la question pour des clients qui ont plutôt beaucoup de biens. Et à mon avis, il y a une structure société derrière, je pense. Ben oui, c'est attention parce que normalement, les locaux dans lesquels on fait cette activité de location saisonnière, ils sont plus des locaux d'habitation. On a changé leur destination. Et donc, si on veut les rendre à l'habitation, en particulier à Paris, on doit changer leur destination. Ce sont l'activité de location saisonnière, c'est une activité commerciale. Donc, quand on veut l'exercer dans un local, il doit avoir cette classification. S'il ne l'a pas, on va la chercher, on la demande, on fait un changement. Et si on les remet à l'habitation, il faut faire le changement dans l'autre sens. Oui. Et autre point, à Paris, il y a l'encadrement des loyers. Oui, c'est juste. Oui. Là aussi, à respecter. Alors, la règle n'est pas tellement respectée, la sanction, elle est compliquée pour les locataires à aller chercher. Mais elle existe. Donc, si on est un petit peu sous la loupe, parce qu'on a fait une cessation d'activité, un changement d'affectation, attention à ce dernier point-là aussi. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est une question d'agent immobilier. Je pense qu'il y a beaucoup de changements et je ne suis pas sûre qu'il y ait l'accompagnement forcément juridique et fiscal derrière en réalité. Donc, ça peut engendrer des risques, oui, sans doute. Oui, puis après aussi, tout dépend du montant des revenus parce que moi, j'ai très fréquemment en ligne des personnes qui me disent
je loue un appartement en Airbnb et j'ai à peu près 10-15 000 euros de revenus par an que je ne déclare pas. Waouh. Mais oui, bon, là, ça, c'est encore un autre sujet, oui. c'était avant Oui. que l'administration transmette aux plateformes les montants des revenus. Et là, on a juste pour terminer une autre question, mais alors là, je pense on est... Merci en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. On est dans une question de spécialiste où là, on pourrait... donc, Salim Serraj, toujours, qui nous demande quel est le risque fiscal de racheter sa propre résidence principale par une SCI avec un financement bancaire. Donc là, bon, effectivement, c'est une question très intéressante, mais il est 19h45. C'est pas con, tu veux pas répondre. Non, mais c'est ça. Peut-être juste en un mot, quel est l'intérêt d'une telle opération pour ceux qui découvrent cette possibilité? Après, non, mais il y a un effet de levier fiscal, mais il y a des questions par rapport à la plus-value. Et puis moi, je pense tout de suite à l'IFI, c'est que ne mettez jamais votre résidence principale dans une SCI. Voilà. Pour quelle raison? Parce qu'on perd l'abattement de 30%. D'accord. Donc, ça, c'est à ne pas faire. Et pour mémoire, les seuils de l'IFI? 1,3 million net. Ça veut dire la valeur patrimoniale moins les emprunts en cours. Moins le passif. 1,3 million d'actifs nets. Voilà. Or, ce que tu as dit tout à l'heure, hors actifs professionnels. Ah oui, bien sûr. Par exemple, si vous détenez un actif immobilier pour l'exercice de votre activité professionnelle, etc., là, il ne va pas rentrer dans le patrimoine taxable, mais l'IFI, l'ISF qui est devenu l'IFI en 2018, a complexifié en fait la manière dont on détermine les valorisations des SCI en prenant en compte un ratio immobilier, etc. On pourra reparler de l'IFI une autre fois, mais c'est un peu un sujet compliqué. Donc après, moi, racheter sa résidence principale par une SCI, on peut en discuter, mais il faut aimer les risques. Voilà. Voilà. Je pense que nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Dernière question sur les avantages fiscaux du LMNP. Il risque pas d'être mis en cause là dans les années à venir? Enfin, vous pouvez pas savoir. Non, mais le LMNP, ça fait 5 ans qu'il doit disparaître et il est toujours là. Donc, je crois, sur une touche un peu politique, ce système a permis aux exploitants d'EHPAD, de résidences de tourisme, alors c'est Corian, c'est Pierre et Vacances, etc., leur a permis de faire réaliser par des particuliers les investissements immobiliers qu'ils se sont dispensés, eux, de faire. Donc, c'est un mécanisme qui, à mon avis, leur est très précieux et qui, pour cette raison, je pense qu'il y a un fort lobbying pour le maintenir. Pour les étudiants aussi. Pour les résidences étudiantes, exactement. Ouais, aussi. Bien sûr, c'est le même mécanisme. Bon, après, il y a aujourd'hui le fait que les loueurs en meublé professionnels soient soumis à cotisation sociale. Bon, ça, c'est un sujet, mais on savait que ça allait arriver un jour, donc c'est pas non plus une surprise. Mais mais le LMNP, c'est un peu comme la remontée des intérêts d'emprunt, quoi. Voilà. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà. Alors, je regarde une dernière fois. Je peux juste me permettre une remarque par rapport à une question qui était posée tout à l'heure sur comment les longs délais quand on achète du neuf. De l'expérience que j'ai, en fait, il y a quelques partenaires. Alors évidemment, toujours prendre la précaution de travailler avec des personnes, des promoteurs de qualité qui ont pignon sur rue, mais il y a parfois des retours de l'eau quand certains acheteurs n'ont pas obtenu leur financement. Donc ça permet parfois il y a une espèce de marché secondaire, en fait, qui permet de pouvoir acquérir son délai entre guillemets. Bon, ça c'est. Oui. Les SCPI fiscales, finalement, alors c'est une autre démarche, c'est complètement différent, mais c'est vrai qu'avec une SCPI Pinel, finalement, on n'a plus tout de suite l'avantage fiscal. En fait, on n'a pas le délai d'attente. Oui. C'est une autre solution.
mais évidemment, ce n'est pas du tout la même démarche parce qu'on n'est pas propriétaire en direct. Oui, tout à fait. Parfait. Bah, écoutez, merci à vous. Et puis, alors, si vous avez des questions, des précisions, etc. Ah, je vois qu'il y a n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ah, merci. Salim Serraj qui nous dit top. Bah, écoutez, nous sommes ravis. Et puis, prenez soin de vous, de vos investissements immobiliers. Merci de votre participation active. Oui. Et puis, peut-être rendez-vous dans quelques mois pour une autre actualité immo fiscale. Voilà. Parce qu'on ne sait pas. On est un peu dans. Il devrait y en avoir, on ne s'ennuie pas. Oui, voilà, on ne s'ennuie pas. Très bonne soirée à vous tous.